j'aimerais vous proposer une sixième thématique que nous allons particulièrement suivre cette année. Et pour moi, je l'appelle comment sortir de l'informel par la digitalisation. Vous vous rappellerez probablement que nous avons parlé en 2022 du secteur informel. J'aimerais même dire le secteur dit informel. Moi, je mets toujours des grosses guillemets devant informel quand je parle de ce secteur. Parce que vous savez, je suis pas tout à fait à l'aise avec ce terme secteur informel qui est un peu une sorte de voilà, c'est un peu en trompe-l'œil. Ça ne dit pas exactement la réalité sur ce qui se passe sur ce secteur. Il pourrait même porter à croire que non, il s'agit d'une masse informe et de pseudo-opérateurs économiques qui n'ajouteraient aucune valeur à la société, n'ajouteraient aucune valeur à notre quotidien. C'est non seulement réducteur, mais ça représente une certaine méconnaissance de la réalité du terrain en Afrique, méconnaissance qui d'ailleurs pourrait aussi être tout simplement une omission volontaire, et je vous explique pourquoi. Les amis, vous savez, le secteur dit informel en Afrique aujourd'hui, c'est 55% du PIB de l'Afrique subsaharienne, plus de la moitié. 55% de la richesse africaine est produite à travers ce qu'on appelle les économies informelles. C'est la maman qui vend au bord de la rue, c'est la petite table là où on vend des tomates, c'est le monsieur, le vendeur ambulant, c'est toutes ces industries qui ne sont pas, tous ces commerces qui ne sont pas toujours formalisés, légalement enregistrés et donc qui officiellement ne sont pas formellement fiscalisés. C'est en fait ça l'enjeu, en fait. Et donc, on estime, parce qu'on ne peut pas mesurer euh, comment, avec exactitude des secteurs qui ne sont pas bien comptés, on ne peut pas mesurer le rapport, mais on l'estime à 55%. Mais dans le même temps, ces secteurs, ils emploient 80% de la population. Est-ce que vous voyez un peu la disparité? Des secteurs qui emploient 80% de la population et qui créent, on estime, à 55%, donc un peu plus de la moitié, la richesse, le PIB dans l'économie africaine. Qu'est-ce que vous, cette image, vous inspire? Quelle lecture vous en faites? Dites-moi en commentaire d'ailleurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette appellation de secteur informel? Sont-ils vraiment informels? 55% du revenu, c'est pas négligeable. Vous n'allez pas me dire que vous et moi, on le découvre tout à l'heure, à l'instant. Si vous et moi, on en parle, c'est que les pouvoirs publics en sont au courant. Serait-il des secteurs sous-fiscalisés, les amis? Serait-il des secteurs comme ce papier que je vous préparais, je pense que j'avais tiré de Africa Report. Il est en anglais, mais j'avais des équivalents en français aussi, plus ou moins, et tout se trouve sur ma chaîne YouTube. Je vous en prie, en bas de toutes mes vidéos, en description, je mets toujours la plupart des articles et références et lectures utiles que vous pouvez auxquels vous pouvez vous référer pour vous documenter davantage. Alors, s'ils sont fiscalisés en ce cas-là, quid des tracasseries s'ils sont sous-fiscalisés, s'ils ne payent pas suffisamment l'impôt à l'État? Quid des tracasseries quotidiennes qu'ils subissent? Vous savez, dans nos pays, dans nos grandes villes, dans nos petites villes, toutes ces mamans qui ont une table au marché, on les appelle informelles, mais elles payent chaque jour pour leur étal. C'est 1000 francs, c'est 2000 francs, c'est 5000 francs chaque jour. Toutes ces motos qui pullulent et qui rendent la vie absolument invivable pour certains, mais qui sont des envoyés, mais alors divins pour d'autres, parce qu'il y a des quartiers qui, avant eux, ne pouvaient plus être atteints autrement que à la nage. Eh ben, toutes ces motos qui arrivent à faciliter le transport et aussi à pourrir la vie à beaucoup d'entre vous, surtout dans les grandes métropoles africaines, eh ben, tous ces gens-là, où qu'ils soient, ils payent quelque chose à l'État. Ils payent 1000 francs, ils payent 2000 francs par jour, par semaine, ils payent. Alors, appelez informel des gens qui payent et dont on perçoit une redevance chaque fois. Moi, j'ai un petit souci avec ça. Je pense que autant les sortir de la formalité, qu'ils soient reconnus, qu'ils aient un barème auquel ils sont traités, mais les appeler informels, un peu comme pour dire au reste de la population que eux n'existent pas, alors qu'ils payent, ils contribuent à l'économie, mais seulement
C'est peut-être que cet argent-là finit dans les mauvaises poches. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que je raconte n'importe quoi là? Est-ce que c'est un secteur surpeuplé? Parce que 80% de la population, ça ne peut pas être rien, les amis. Mais dans ce cas-là, où sont les structures formelles pour mieux les organiser, pour mieux s'occuper, pour mieux organiser tout ce monde? Si 80% des opérateurs exercent dans un secteur particulier, comment peut-on encore l'appeler informel? À moins qu'il y ait, comme je le disais, une volonté de nos autorités de se cacher derrière ce terme, qui par ailleurs ne veut rien dire, pour abdiquer à leurs devoirs. Et par ailleurs, peut-être se remplir les poches dans ce brouillard assez savamment entretenu. Vous savez, toutes ces redevances des mamans au marché, des vendeurs à la sauvette, tous ces gens-là qu'on s'est traqués, il y a toujours, regardez, il y a toujours un monsieur avec un cahier. Et ces gens-là, quand ils ne payent pas, on leur fait des misères jusqu'à ce qu'ils payent. Mais ça, c'est à en croire ce qui se dit, et vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est l'argent de poche pour les gouverneurs, les maires, les préfets, et autres administrateurs, les bourgmestres. C'est leur argent de poche. Donc, autant, s'ils doivent payer ces gens-là, qui payent, que l'argent rentre dans les bonnes caisses de l'État et qui contribuent à l'économie. Et cela aidera probablement à les faire remonter de la fameuse précarité dont ils souffrent aujourd'hui du fait qu'ils sont appelés informels. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis sur ce sujet, il est d'ailleurs très révélateur de regarder ce tableau que j'ai tiré d'un rapport de l'OIT que j'ai discuté avec vous. Certains s'en rappelleront peut-être l'année passée. Euh, c'est des statistiques de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui présentent des raisons principales qui pousseraient les Africains ou qui poussent les Africains à se mettre, entre guillemets, à leur propre compte. J'ai trouvé ce tableau révélateur parce qu'il s'imbrique avec beaucoup de sujets que nous venons de discuter, l'entrepreneuriat des jeunes, l'emploi des jeunes, le secteur formel versus informel. Regardez, si vous regardez dans ce tableau ici, la première raison, à 35% parmi les jeunes, enfin les personnes sondées en Afrique, la raison pour laquelle ils se lancent à leur propre compte, c'est ils n'ont pas été capables de trouver un autre emploi salarié. Donc 35%, vous avez comme ça une personne sur trois qui commence son business, qui se lance dans l'entrepreneuriat. Vous lui demandez la raison, c'est pas pour résoudre un problème de société, c'est pas pour essayer de changer son environnement dans un sens ou dans un autre. Non, c'est tout simplement parce que c'est pour essayer de fuir le chômage par cette porte-là. Finalement, à en croire ces chiffres, ben, l'entrepreneuriat qui devrait être pourtant une profonde vocation à identifier des problèmes dans sa communauté, à tenter d'y remédier à travers des produits ou des services facturés, des services tarifés. Finalement, l'entrepreneuriat devient plutôt une sorte de refuge pour tous ceux qui n'ont pas pu trouver mieux, tous ceux qui n'ont pas pu ou n'ont pas voulu aller à l'école, tous ceux qui ont un peu échoué partout et puis se retrouvent, ben, on va quand même commencer notre propre entreprise. C'est pas comme ça qu'on doit traiter l'entrepreneuriat, qu'on doit traiter l'entrepreneuriat dans une économie qui se respecte, surtout lorsqu'on considère le rôle vraiment, je veux dire, la vocation et le rôle important dans une société que les entrepreneurs devraient avoir. Parce que les entrepreneurs, je rappelle, on en a beaucoup parlé ici, c'est pas tout le monde qui a vocation à devenir entrepreneur, à prendre le risque, à brûler ses épargnes, parfois à s'endetter sur le long terme pour ouvrir une entreprise. Pour beaucoup d'entre nous, ben, c'est beaucoup plus simple je sais pas moi, par tempérament et tout ça. Et il n'y a rien de mal à tout ça, je vous rappelle. Ça n'est pas un jugement de valeur. Mais pour beaucoup d'entre nous, c'est plus simple de chercher un emploi. Un emploi qui te rémunère à ta valeur, à ta juste valeur, qui te respecte et dans lequel tu peux te construire une carrière. Mais il y en a qui choisissent l'autre voie. Mais ce doit être par vocation. Ce doit être parce qu'ils sont tellement, ils ont vu quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que ceux qui vont dans l'emploi salarié. C'est tout simplement qu'ils ont cette vocation-là. On n'a pas tous vocation à faire la même chose. Mais quand vous avez 30%, 35% d'une population qui vous dit qu'on est allé dans l'entrepreneuriat, pas pour créer de la valeur, parce qu'on n'a pu rien trouver ailleurs. On a échoué partout ailleurs, on a trop galéré à la maison. Alors, au lieu de rester à la maison, ne rien faire, bon, j'ai ouvert ma petite entreprise parce que je me suis un peu endetté ou j'avais encore un petit... Voyez-vous, avec un tel parcours vers l'entrepreneuriat, ne nous étonnons pas de nous retrouver
face à des opportunistes, à la recherche du premier profit, de la première occasion de se faire un peu de pognon, un peu de blé, un peu de profit, et puis ensuite disparaître parfois dans la nature au détriment des clients. C'est pour ça qu'on a des entrepreneurs qui ont du mal à réinvestir dans leur entreprise parce qu'au premier jackpot, ils se barrent. Mais quand c'est une vocation, quand c'est quelque chose qu'on a voulu, vous voyez quelqu'un qui réinvestit tous ses bénéfices. Parce que l'entreprise, elle n'est pas là seulement pour nourrir le quotidien, mais elle est là pour résoudre une, un problème dans la société à long terme. Et aujourd'hui, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui sont plutôt, ils s'appellent entrepreneurs, mais c'est des opportunistes. Au premier jackpot, ils se barrent, ils laissent en race, ils abandonnent en race campagne, clients, employés, la société dans son ensemble, catastrophe totale. L'entrepreneuriat, ça demande toujours du courage, les amis. Ça demande du courage. Si vous avez essayé quelque chose, vous saurez que l'entrepreneuriat, si vous avez essayé quelque chose dans votre vie, si vous avez essayé de monter un, si vous avez essayé de vous investir dans un business, vous saurez que l'entrepreneuriat, il demande une certaine dose de courage. Voyez-vous? Mais courage, c'est une chose. Il faut, pour réussir, il faut avoir du courage, il faut avoir une certaine dose d'intelligence, il faut avoir de l'audace, il faut avoir un réseau, voyez-vous? Mais le mal, c'est quand l'entrepreneuriat devient quelque chose qui absolument requiert une attitude héroïque. C'est pas tout le monde qui est héros dans la vie. Beaucoup d'entre nous, on ne sera pas des héros. Beaucoup d'entre nous sont satisfaits. On n'a même pas, certains n'ont même pas cette motivation d'être absolument des héros. Il y a certains qui veulent juste bien faire leur travail, contribuer dans une société, contribuer dans une entreprise, société dans le genre humain, là où les gens se réunissent, ajouter de la valeur, aider des gens, on peut les appeler des clients, des partenaires, etc. Faire du bon travail, mériter son salaire. Il y a des gens qui sont tout à fait satisfaits par ça et c'est légitime. Il n'y a aucun mal à ça. Mais aujourd'hui, pour l'entrepreneuriat, pour percer dans l'entrepreneuriat en Afrique, souvent on a l'impression qu'il faut qu'on soit héros. Il faut qu'on ait survécu aux fourches codines, mais alors d'un environnement, des affaires absolument inhospitalier et impitoyable, hostile. Or, quelqu'un qui a survécu à tout, le malheur, c'est que c'est quelqu'un qui pense que plus rien ne peut lui arriver. Mmh. Allez essayer de prodiguer un conseil, un petit conseil à quelqu'un qui a survécu à tout. À quelqu'un qui, pour monter sa petite boîte avec ses 2, 3, 5, 10 employés, a dû suer sang et eau, survivre à toutes sortes d'intimidations, de raquettes de la part de l'État, de la part des autorités, un environnement fiscal inhospitalier, un environnement professionnel inhospitalier. Il faut galérer pour trouver les collaborateurs de qualité. Il faut galérer pour tout. Au bout d'un certain moment, ça crée un certain hubris, ça crée un certain orgueil. La personne se croit tout permise. La personne croit que tous ceux qui mettent le pied dans l'entreprise sont ses sujets. Parce que la personne a cravaché, la personne a sué sang et eau pour ouvrir cette petite entreprise. Alors, qui es-tu, toi, pour venir me dire comment je dois gérer mon business? Qui es-tu, toi, pour venir me conseiller que non, dans ce cas-ci, je devrais aller sur tel logiciel plutôt que celui-là? T'es qui, toi? Tu sais d'où je viens avec ce commerce? Tu sais d'où je viens avec cette entreprise? Tu sais comment j'ai commencé? Tu sais comment on m'a tracassé pour que j'arrive où je suis aujourd'hui? C'est malheureusement ça que ça engendre comme état d'esprit chez les entrepreneurs. Essayez de demander, essayez de faire la morale à une mère. Vous savez, il y a des femmes qui nous écoutent, des femmes qui ont porté un bébé dans leur sein pendant 9 mois. Essayez de leur faire la morale sur leur enfant. Elle va te dire, mais t'es qui toi? Qu'est-ce que tu sais, toi, de porter un enfant? Surtout si c'était une grossesse difficile. Parfois même ton épouse, ta conjointe, ta compagne, et tu dis, mais tu sais pas comment j'ai souffert avec cet enfant-là. Tu sais pas ce que j'ai traversé pour que tu vois cet enfant-là que tu appelles mon frère, mon fils, mon ceci. Essaye d'aller donner une petite baffe, ce que je ne recommande absolument pas d'ailleurs, même si nous, à notre époque, les petites baffes, une petite chicotte avec amour, ça se faisait de temps en temps. Et ça a contribué, pour le meilleur ou pour le pire, à nous rendre, ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Mais essaye de taper un enfant devant sa maman. Essaye de faire la morale à une maman sur son enfant et te dire: «Laisse mon enfant. Il a volé, OK, laisse-moi, je vais le corriger moi-même. Il a menti, il a triché, laisse-moi.
Pardon, s'il te plaît, ne torture pas mon enfant parce que tu connais pas la douleur que j'ai eue pour avoir cet enfant-là. C'est un peu ça et ça peut se faire avec d'animosité, beaucoup d'orgueil. C'est un peu l'état d'esprit dans lequel la plupart de personnes qui ont un peu émergé dans le monde des affaires en Afrique se retrouvent. T'es qui toi? Parce que tu as un petit diplôme, parce que tu t'appelles conseiller en ceci, tu veux venir me conseiller sur ce que moi je dois faire de mon entreprise. Et pourtant, une entreprise, ça devrait être l'entrepreneuriat, ça devrait être quelque chose, une entreprise. Tu commences quelque chose, donc ça demande du courage. C'est pas tout le monde qui a la force, l'intelligence et l'audace de commencer. Mais sinon, comme partout ailleurs, ça devrait être quelque chose, un projet qui nécessite qu'à un moment ou à un autre, on lève la tête, on demande du conseil à ceux qui ont des expertises dans des domaines que nous, on n'a pas. Quand bien même on peut être le visionnaire, mais peut-être qu'on n'a pas été formé à telle thématique, peut-être qu'on n'a pas du tout le temps de se perfectionner dans telle thématique-là, c'est tout. Mais aujourd'hui, c'est tellement difficile de percer que le peu qui perce, ils considèrent la réussite professionnelle, la réussite en entreprise comme leur bébé, au regard de toutes les souffrances endurées. Donc voilà ce qu'il faut essayer de faire pour changer l'attitude de l'entrepreneuriat en Afrique, changer l'attitude sur l'emploi des jeunes. Et pour finir sur ce sujet, je vais vous laisser avec juste une petite réflexion qui, moi, m'a édifié. J'ai réfléchi dessus et j'ai travaillé. Je vous en avais déjà parlé l'année passée pour ceux qui s'en souviendront, les amis. Ça, c'est vraiment une rétro. Vous savez, il faut arriver à rendre la pente moins raide. À rendre la pente moins raide pour ceux qui veulent rentrer dans l'industrie ou dans l'environnement formel des affaires. Aujourd'hui, dans le business traditionnel, dans les entreprises traditionnelles, c'est un peu du tout au tout, du rien au tout. C'est-à-dire, on passe de l'informel, où on n'est ni vu ni connu, on n'existe pas, à on bascule du jour au lendemain dans un cadre formel où on est surfiscalisé, on est tracassé à mort, et puis, évidemment, on s'étend. Si vous regardez l'image sur l'écran, c'est à peu près le tableau à l'extrême droite de votre écran pardon, où vous passez de l'informel où vous n'êtes rien et vous devrez faire un saut, mais alors de géant vers le secteur formel, avec tout ce qu'il y a comme aléa en chemin, avec tout ce qu'il y a comme tracasserie, avec tout ce qu'il y a comme risque de se casser les dents en chemin. Alors que dans le monde digital, aujourd'hui, le monde digital nous propose plus ou moins le tableau à votre gauche avec une certaine gradation, vous voyez, comme des escaliers. Je vous invite à réfléchir avec moi. Salut Muriel, bienvenue, bienvenue, merci beaucoup, bonne année, bonne année. J'espère que tu me suis, j'espère que tu partages, tu t'abonnes, tu commentes et je suis très ravi de t'avoir ici. Merci beaucoup, bienvenue Muriel. Et bienvenue vous tous. Peut-être qu'il y a des messages que j'ai ratés, mais en tout cas, soyez les bienvenus partout où vous êtes. Alors, j'étais en train de parler de cette gradation. Pensez à un business. Allez, prenez n'importe quel business. Vous vendez des habits. Quand vous vendez des vêtements, vous vendez, je sais pas moi, de la bouffe. Dans l'environnement traditionnel, c'était aujourd'hui vous n'êtes rien, demain vous devez passer à l'autre extrême, c'est-à-dire trouver un local, trouver des employés de maison, trouver des employés pour un peu aider à l'entretien, au nettoyage, livraison, servir les clients. C'est tellement un grand saut. Alors que dans le monde numérique, on peut un peu essayer de grader tout ça. C'est une pente un peu plus adoucie pour ramener les fameux informels, que moi je ne considère pas comme informels, vers un monde où ils pourront s'exprimer beaucoup plus librement. Par exemple, vous pouvez aujourd'hui, si vous êtes par exemple vous vendez de l'habillement, vous pouvez commencer sur les médias sociaux qui vous coûtent près de zéro. Vous avez besoin juste de votre téléphone, peut-être une caméra pour parfois prendre quelques images de ce que vous vendez. Vous postez sur votre Instagram, sur votre Facebook, etc. Ça circule, c'est vu par des milliers de personnes si vous avez un grand réseau en virtuel. Et puis c'est tout. Vous attendez que le client arrive. Alors que avant, vous alliez payer le loyer anticipatif, vous alliez payer une garantie, vous alliez investir dans l'entretien des bâtiments, etc., avant que le premier client ne soit rentré. Donc, du coup, vous commencez avec déjà la corde au cou. Toutes ces dépenses-là qui ont été engloutées dans le business, et puis vous passez une journée, le client n'est pas venu. Aujourd'hui, avec le numérique, vous faites tout ça en ligne, ça coûte presque rien, et puis vous pouvez attendre. Le temps que vous vous fassiez un nom, le temps que le bouche à oreille circule, fonctionne, le temps que quelle que soit votre publicité fonctionne, et puis les clients commencent à venir, les appels commencent à rentrer, les
commandes commencent à être passées. Là, vous pouvez maintenant penser, OK, bon, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, vous vous adoucissez un peu la pente. Là, OK, les gens veulent me payer, mais ils sont à l'autre bout de la ville, ils sont dans une autre ville. Je vais quand même pas prendre l'avion ou le train ou le taxi pour aller juste collecter de l'argent. Il y a des méthodes de paiement bancaire, il y a des méthodes de paiement par téléphone. Vous pouvez intégrer le mobile money dans votre modèle d'affaires. En ce moment-là, vous commencez à créer du revenu. Et si votre État est assez conscientisé à ça, il pourrait déjà commencer à voir les mouvements dans votre compte d'entreprise. Et donc, vous pouvez commencer à formaliser vos permis, vos permis de commerce. Vous pouvez commencer à prendre vos premiers employés parce que peut-être qu'il y a beaucoup plus de livraisons. Et puis, on peut maintenant commencer à envisager de payer des taxes. Voyez-vous, est-ce que vous voyez qu'entre-temps, le temps passe? C'est un mois, c'est 2 semaines, c'est 3 semaines, c'est 6 mois. Vous vous faites un peu des dents sur l'industrie qui est la vôtre. Au lieu de tout investir, engloutir en amont, et puis à la fin de la journée, il n'y a rien qui rentre. Au bout de 2 jours, l'entreprise fait faillite, et puis voilà, une autre victime de l'entrepreneuriat. Et puis on va dire les Africains, ils ne sont pas entrepreneuriaux. Et puis on va dire tels pays sont paresseux. Non, mais il faut aussi regarder ces genres de facilités. Et aujourd'hui, le numérique nous les offre. Voyez-vous, vous pouvez comme ça monter graduellement jusqu'à devenir un contribuable avec un compte bancaire qui paye ses impôts, etc. Dans la petite image que je vous propose là, les amis, c'est pour vous montrer à combien, plus forte raison, le numérique en tant qu'outil, en tant que levier, peut nous aider, nous amortir cette pente-là vers l'entrepreneuriat, surtout vers l'entrepreneuriat formel. Et c'est un sujet que nous observerons avec la même attention en 2003 en 2023 par exemple, pardon, qu'en 2022.